Le ski, le vélo, le parapente, presque toutes les stations des Alpes en proposent. Une concurrence qui pousse ces fournisseurs de sensations fortes à se réinventer chaque saison. Au cœur des Portes du Soleil, on a choisi de se réinvestir le centre-ville via un ouvrage bien connu des Morzinois. La Société Indy Aventure a créé le premier parcours aventure à Morzine en 2001, donc ça va faire 17 ans, il va bientôt être majeur. Et ça fait 17 ans qu'on passe sur cette passerelle, qu'on passe sous cette passerelle et qu'on y réfléchit. On avait déjà fait des organisations de séminaires de groupe, on a pu faire du rappel avec l'accord bien entendu de la mairie. Et maintenant avec les techniques que nous avons, tout ce qui a été mis en place pour les parcours aventure, on peut se permettre de faire ce genre d'activité à des grandes hauteurs comme ça. Un parcours aventure d'un nouveau genre à 35 mètres du sol, mais parfaitement intégré au paysage. Un défi tant pour les concepteurs que pour les courageux qui se lancent au-dessus du vide. J'appréhendais un peu avant parce que c'est haut, mais non, c'est top. Une fois que j'y étais, j'ai eu moins peur qu'avant en fait, avant d'y passer. J'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous pareils, mais pour moi les passages les plus durs c'était de passer un obstacle à un autre parce qu'il fallait vraiment enjamber et changer le truc en même temps là, donc c'était ça le plus dur pour moi. Après une première saison test, la structure devrait rouvrir ses portes pendant les périodes de forte fréquentation cet hiver, avant l'été prochain et son exploitation portée à son maximum. Faire du vin comme les Romains, c'est le principe des Vinalia, un événement organisé par le musée de Saint-Romain en Galles. Vendange, foulage, pressurage du raisin, autant d'étapes réalisées sous forme d'archéologie expérimentale selon les méthodes antiques. L'archéologie expérimentale consiste à essayer par le biais en fait, d'un protocole et d'une certaine méthodologie les gestes des anciens, des artisans en particulier, et donc de s'interroger sur les procédés utilisés dans l'Antiquité. On a toute une série de chercheurs et de personnes qui sont là pour nous accompagner, pour cautionner scientifiquement ces reconstitutions. Et les méthodes romaines pourraient même inspirer les viticulteurs d'aujourd'hui. Les Romains conservaient des vins assez longtemps, ils buvaient des vins parfois vieux et pourtant ils ne connaissaient pas les sulfites et le soufre. Donc les Romains utilisaient des plantes, ils additionnaient d'eau de mer, le sel est un conservateur connu, mais tout ça bien sûr ça donne des goûts un petit peu particuliers et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait sur le goût du vin de l'époque actuelle. Donc pour le moment on reste dans l'expérimentation. Les Fous du Volant sont lancés pour la 6e édition de cette course de caisse à savon. De l'église à la mairie de ce petit village, des voitures pas comme les autres descendent la piste à toute vitesse. Des plus originaux aux plus communs, ces mini-véhicules respectent la même contrainte, ils n'ont pas de moteur. Alors avec seulement des freins et un volant pour piloter, l'adrénaline se fait ressentir. Les sensations qu'on ressent quand on descend, c'est de la vitesse, on est à ras-le-sol. On prend un plaisir de fou, on se fait vraiment plaisir. Il y en a plein, il y a la peur quand on va vite et la joie parce que c'est marrant, ça fait amuser tout le monde, donc c'est pour les autres qu'on le fait. Il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de vitesse, donc ça fait pas mal de sensations fortes, Dans cette descente d'environ 500 mètres, les coureurs atteignent parfois 80 km/h. Gare au virage donc, mais pour l'instant, heureusement, tout roule. Dans le fossé qui est un peu plus loin, une année, il y en a qui se sont retrouvés dans le fossé, heureusement, sans gravité. Parfois, ils sont un peu sur deux roues, donc ça fait froid dans le dos. Mais ils prennent quelques risques, mais bon, on n'a jamais eu de blessés à dénoncer, donc ce qui est une bonne chose. L'objectif étant du spectacle, mais en toute sécurité. On a eu une année, une caisse, c'était un caddie de supermarché. Là, vous verrez, il y a une caisse qui est très haute sur pattes. Donc, ça fait un petit peu peur dans les virages, mais peur pour les spectateurs. Apparemment, pour les chauffeurs, ils ont la pêche. Ils étaient une trentaine à prendre la route pour cet événement. Le jury note les performances sur la vitesse, mais surtout l'originalité de la caisse. Mieux vaut alors suivre sa propre ligne de conduite. C'est merveilleux. Mon fils a eu une très très bonne idée d'organiser cet anniversaire qui est quand même assez exceptionnel, je pense. 70 ans.
3 générations de la famille Pralu réunies pour célébrer 70 ans de gourmandise à Roanne. Car c'est en 1948 que Noélie ouvre avec son mari Auguste la première pâtisserie Pralu à Roanne, au 8 rue Charles de Gaulle. Une première boutique qui remporte un franc succès. Mon père était passionné pour faire des pièces artistiques en sucre. Et d'ailleurs, cette pièce, c'est le chef-d'œuvre qu'il avait fait pour le concours du meilleur ouvrier de France, en 1955. Et depuis, il n'a jamais arrêté de faire des pièces artistiques en sucre. On a des photos où on voit la foule s'agglutiner devant les vitrines du magasin dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'il exposait à chaque fois des chefs-d'œuvre en sucre. Donc c'était sa véritable passion. 7 ans plus tard, Auguste Pralu obtient le titre de meilleur ouvrier de France et invente la recette de la praluline, inchangée depuis et toujours en vitrine. On venait nous voir pour les anniversaires, pour les mariages, pour les baptêmes. C'était toujours pour des événements heureux. Et c'était agréable de voir ces gens qui préparaient leur cérémonie avec bonheur. Devant le succès de cette spécialité, il ne voulait pas, mon mari, il ne voulait pas. Il a fallu que j'insiste pour lui faire déposer la marque. Et depuis, on est des générations à se succéder à la tête du laboratoire sans avoir jamais changé un iota de cette recette, quoi. Voilà. C'est devant le magasin, donc je dois avoir à peu près une dizaine d'années là, devant le magasin historique. Et puis là, c'est quand je suis tombé dans le chocolat. Voilà. En 1975, François, le dernier enfant de la famille, entre en apprentissage chez son père, puis reprend l'entreprise en 1988, avant de créer en 1994 la manufacture de chocolat, où il crée les premiers crus de cacao. Dans les années 2000, tout s'accélère avec l'achat d'un terrain à Nosy-Be et la plantation d'une cacaoyère en 2006 qui permettra une première récolte de cacao en 2012. La grande étape, ça a été aussi que je me lance dans le chocolat avec les fèves de cacao. Et puis le développement s'est fait surtout à partir de 2012, où là, on avait déjà ouvert quelques boutiques ici dans le Rouennais, une à Paris. Depuis 2008, les ouvertures de boutiques se multiplient, après Paris, Lyon, Saint-Étienne et même Sète, jusqu'à compter actuellement 16 boutiques. François Pralu est fier du chemin parcouru depuis 7 décennies, d'autant plus que son fils Hugo, 25 ans, se forme désormais au métier pour reprendre et développer, pourquoi pas, l'entreprise à l'international. Plus de 95 000 visiteurs et 1500 exposants. Le premier salon de l'élevage en Europe reprend ses quartiers cette semaine à Clermont-Ferrand. L'occasion de mettre en avant en 2018 la rage de vases salaires à l'occasion du concours national. Un événement qui prime l'excellence au niveau génétique. Les 400 meilleurs animaux français sont présents sur les 3 jours au sommet de l'élevage. Une grande vente est organisée parallèlement pour les professionnels. Le sommet, c'est aussi l'occasion de conférences et colloques sur l'actualité de l'élevage en France. Jeudi, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est venu évoquer la situation de la sécheresse avec les agriculteurs. Pour sa 27e édition, le salon professionnel auvergnat entend désormais se tourner vers l'international. En complément de la manifestation, des visites d'élevage traditionnel et de sites agro-industriels étaient organisées pour les visiteurs étrangers. L'année dernière, le Zénith a reçu 4500 visiteurs internationaux venus de 85 pays différents. Donc, merci Nicolas Canada. C'est la centrale hydroélectrique la plus puissante de France et d'Europe. Avec ses 1800 MW, Grand Maison est également l'une des rares stations transfert d'énergie par pompage du parc d'EDF. Ouverte une fois par an aux curieux, la centrale ameute les foules. Donc aujourd'hui, on visite que la centrale Pelton, puisque la réversible est à moins 100 mètres. Donc on réserve surtout cette visite sur la Pelton. Et on montre aux gens les parties un peu stratégiques du fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. Notamment les vannes de pied, le groupe hydraulique de secours, le groupe électrogène, toutes ces parties techniques. Accompagnés par l'un des 35 agents du site, les visiteurs découvrent les particularités des lieux. À savoir par exemple qu'une steppe est une station avec 2 lacs de rétention, l'un en amont et l'autre en aval, et que suivant les besoins en énergie, l'eau peut être réacheminée en hauteur. Bref, une visite pour démystifier le monde de l'énergie hydroélectrique. On a appris plein de choses qu'on connaissait plus ou moins déjà, mais on a touché du doigt ce qu'on pouvait connaître, quoi.
L'intérêt, c'était quand même de savoir d'où venait l'électricité et on a appris notamment qu'ici, c'était la plus grande d'Europe, qu'on ne savait pas. Donc c'était intéressant. Moi, je voulais voir une centrale hydroélectrique, particulièrement celle-là parce que c'est une steppe. Voilà, il y en a peu en France, c'est des projets intéressants et je voulais vraiment profiter de ce week-end-là pour visiter cette steppe. Avec une production d'énergie équivalente à celle de 2 réacteurs nucléaires, la centrale de Grand-Maison est un point stratégique isérois. Elle représente à elle seule 8% du parc hydraulique français. Un nouveau malade ou un malade dont l'état s'est détérioré a besoin de voir son médecin. Doc ici est justement là pour combler ce besoin. Ce cabinet médical mobile a été créé pour lutter contre les déserts médicaux. Il sera testé début 2019 dans 4 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône. Chaque camion sera rattaché à un centre médical doté de médecins et d'infirmiers, tous salariés. Les uns et les autres ne veulent plus, comme il y a 2 générations, aller s'installer dans un village seul. Ce temps est révolu et il faut l'admettre, c'est un nouveau mode de pratique. Vous savez, aujourd'hui, le médecin n'exerce plus comme son grand-père. Ça va notamment séduire les tout jeunes médecins, puisque ceux-ci, en moyenne, mettent 10 ans avant de s'installer, après qu'ils aient passé leur test de médecine, parce qu'ils ont une certaine réticence à se fixer définitivement. Le camion assurera ainsi une permanence de 5 à 15 heures par semaine dans les villages. À l'intérieur, tout le nécessaire pour soigner et même plus. À force de discuter avec les uns et les autres, on m'a dit qu'il fallait un lit comme chez le médecin, qu'il fallait un lavabo comme chez le médecin. Ici, vous avez l'électrocardiogramme, vous avez la tension comme chez le médecin, mais vous avez aussi l'échographe. Vous avez du matériel que l'on ne trouve pas dans tous les cabinets. Cet outil médical de proximité sera expérimenté pendant 2 ans dans des territoires qui manquent de praticiens. Dans le Rhône, il sera installé près de Mornan.